Il n'a jamais été mon père, ma fille m'être méprise malgré que je l'ai élevé après son père biologique l'avoir abandonné, et ma femme la défend, m'être considérant seulement comme le fournisseur financier. Chaque fois que j'essaie de lui inculquer des valeurs, ma femme dit que j'exagère parce que son papa la gâte sans limite. Depuis que j'ai rencontré Paola, je savais que ce ne serait pas une relation simple. Je ne dis pas cela à cause d'elle, qui à bien des égards semblait être exactement ce que je cherchais après des années de relations ratées, mais à cause du contexte dans lequel j'entrais, une femme divorcée, avec une fille adolescente difficile et un père biologique encore trop présent, mais seulement aux moments les plus opportuns. J'avais 35 ans et une stabilité construite avec effort, une carrière solide d'ingénieur, mon propre appartement, et la tranquillité d'esprit de ne rien devoir à personne. Quand Paola est entrée dans ma vie, l'idée d'élever une fille qui n'était pas la mienne ne m'a pas effrayé. Au contraire, j'ai pensé que ce pourrait être une opportunité de construire une famille à partir de la maturité, de la compréhension mutuelle et du respect. Je n'ai jamais imaginé que, avec le temps, je finirais par me sentir comme un intrus dans ma propre maison, comme un étranger payant les factures dans un scénario où tout le monde agissait comme si mon opinion ne valait rien. Sofia, la fille de Paola, avait 14 ans quand j'ai emménagé avec elle. Au début, elle était cordiale, bien que distante, un mélange que je comprenais comme une résistance normale chez une adolescente qui digérait encore le divorce de ses parents. Je n'ai jamais attendu d'affection immédiate ni exigé qu'elle me voie comme une figure paternelle. Mon intention n'était pas de remplacer qui que ce soit, mais de l'accompagner dans sa croissance, de l'aider de toutes les manières possibles, d'être une présence fiable. Je suis resté ferme dans mes limites et patient dans mes tentatives. Pendant les premiers mois, nous nous entendions à moitié, nous partagions des conversations occasionnelles au dîner, des blagues spontanées en lavant la vaisselle, ou des moments presque attachants en regardant un film sans qu'elle s'enferme immédiatement dans sa chambre. Mais tout a commencé à se fissurer avec une phrase qui apparaissait de plus en plus fréquemment et violemment alors que j'essayais d'établir des règles de vie minimales. Il suffisait que je lui demande d'éteindre la télévision à une certaine heure ou de laver son assiette pour qu'elle, les yeux flamboyants de rage et les bras croisés sur sa poitrine comme un bouclier verbal, lâche, tu n'es pas mon père. Mon vrai père me donne tout. Cette phrase, bien qu'en apparence simple, érodait sans relâche toute base d'autorité ou d'affection que j'essayais de construire avec elle. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la conviction avec laquelle elle le crachait, comme si chaque mot portait un poids émotionnel que je n'avais pas le droit de discuter. Au début, je restais silencieux, blessé, mais essayant de ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Cependant, quand on a travaillé toute sa vie pour gagner le respect et la place que l'on occupe, on ne peut s'empêcher de se sentir déplacé quand on est traité comme un intrus, surtout dans le même espace que l'on entretient, organise et soutient financièrement. Le plus frustrant était que, au lieu de trouver du soutien chez Paola, sa réaction était presque toujours la même, un sourire tendu, une main sur mon bras, et une phrase condescendante comme « Mon amour, ne le prends pas si personnellement » ou « Comprends-la, elle grandit, ça lui passera ». J'ai essayé de lui expliquer, plus d'une fois et avec tout le calme que je pouvais rassembler, que ce n'était pas une simple crise d'adolescence, mais une attitude qui devenait constante, destructrice et de plus en plus venimeuse. Je lui ai dit que Sofia apprenait à utiliser cette phrase comme une arme, comme une barrière contre toute tentative de ma part de la guider ou de la corriger. Mais Paola semblait incapable de voir au-delà de son rôle de mère indulgente. Au lieu de parler à sa fille, elle avait l'habitude de la justifier avec des arguments qui, pour moi, n'avaient aucun sens, que Daniel, le père biologique, la surprotégeait trop, que Sofia avait été élevée dans une logique de liberté émotionnelle, que toute règle pouvait lui sembler une attaque. Moi, qui ai grandi dans une famille où le respect et la responsabilité étaient des piliers non négociables, je ne pouvais pas comprendre comment on attendait de moi que j'assume le rôle de pourvoyeur, de partenaire et de modèle masculin sans me donner un seul outil pour le faire réellement. Ce qui m'empoisonnait le plus, c'était de voir comment Daniel se présentait de temps en temps, sans prévenir, avec des cadeaux ridiculement chers, des téléphones portables haut de gamme, des baskets en édition limitée, même des billets de concert ou des séjours dans des complexes hôteliers le week-end. Et puis il partait, laissant derrière lui une fille encore plus convaincue qu'il était le vrai héros et que je n'étais qu'une nuisance. C'était moi qui étais là tous les jours, celui qui réglait les frais de scolarité en retard, celui qui faisait les courses, celui qui se levait à 5 heures du matin pour aller travailler et revenir avec l'intention de partager un dîner tranquille. Mais il suffisait que je rappelle à Sofia qu'elle devait ranger sa chambre ou aider à nettoyer la salle de bain qu'elle utilisait aussi, pour qu'elle me crie que je n'étais personne pour lui donner des ordres, que son père ne lui parlait jamais comme ça, qu'il la comprenait vraiment et ne l'ennuyait pas avec des bêtises. À plus d'une occasion, j'ai suggéré à Paola que nous devions agir ensemble, que si elle ne montrait pas une position ferme,
Sofia ne me verrait jamais comme une figure digne de respect. Mais sa réponse, toujours évasive et teintée de culpabilité, était qu'elle ne pouvait pas être trop dure avec sa fille parce qu'elle gérait encore les séquelles du divorce. Elle m'assurait qu'elle avait juste besoin de temps, qu'elle finirait par accepter ma présence et comprendre mon intention. Mais ce que Paola ne voulait pas voir, ou n'osait pas admettre, c'est que ce père parfait que sa fille idolâtrait en aidait même pas pour les dépenses les plus élémentaires. Il ne payait pas de pension alimentaire, il ne contribuait pas à l'uniforme scolaire, il n'était pas responsable des rendez-vous médicaux ou du transport. Sa seule contribution était symbolique et ostentatoire, apparaître de temps en temps pour couvrir Sofia de choses, lui laisser des messages doux, puis disparaître, tandis que j'étais laissé comme elle ogre qui exigeait le respect, l'ordre et la routine. Chaque fois que Sofia me disait que son vrai père lui donne tout, je ressentais un mélange d'humiliation et d'impuissance que je ne savais pas comment gérer. Que devais-je faire? Continuer à payer les factures, entretenir la maison, tolérer le manque de respect sans que personne ne me défende ou ne mette un terme à cela. Devais-je accepter que mon rôle était celui d'un distributeur automatique avec un cœur, mais sans autorité? Je ne m'attendais pas à ce que Sofia m'appelle papa, mais je m'attendais à être reconnu comme faisant partie du foyer, comme quelqu'un qui était là pour contribuer, pas pour être traité comme un intrus. Le plus douloureux de tout était de réaliser que, au fond, Paola était plus préoccupée de ne pas contrarier sa fille que de maintenir une relation saine et équilibrée. Parce que chaque fois que j'osais corriger, signaler une faute, ou simplement demander le respect, elle finissait par dire que j'exagérais ou que je devrais comprendre qu'elle n'était pas ma fille. Dans ces mots, qui au début semblaient inoffensifs, j'ai fini par découvrir une vérité qui m'a fait plus mal que n'importe quelle plainte d'adolescente. Pour Paola, je serais toujours un cran en dessous, même si c'était moi qui soutenais toute la structure. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir partie du foyer et que j'ai commencé à le voir comme un champ de bataille où, tôt ou tard, je devrais prendre une décision. Parce que personne ne peut vivre longtemps dans un endroit où on le fait se sentir invisible, et encore moins quand on sait que le vrai conflit n'est pas avec une adolescente confuse, mais avec une structure émotionnelle qui refuse de changer, même si cela signifie écraser le seul qui essaie de construire quelque chose de réel. Mise à jour 1, un peu plus de 4 mois se sont écoulés depuis que j'ai écrit tout ce qui précède, et bien que je pensais que les choses pourraient trouver un équilibre avec un peu de temps et d'efforts mutuels, la réalité a fini par me frapper plus fort que je n'étais prêt à l'admettre. Non seulement rien ne s'est amélioré, mais la tension à la maison est devenue un invité permanent, invisible et suffocant, présent dans chaque geste, chaque conversation triviale et chaque silence prolongé entre les repas. L'atmosphère, que j'essayais auparavant de garder aussi harmonieuse que possible, est devenue de plus en plus tendue, presque irrespirable, comme si mes tentatives de construire une coexistence respectueuse étaient, au mieux, ignorées, et au pire, attaquées avec une agressivité subtile mais constante. Pendant ce temps, j'ai fait tout ce que je pensais être juste. Je me suis efforcé d'être plus patient, de modérer le ton de mes paroles, d'éviter les confrontations inutiles. Je me suis concentré sur le fait de montrer à Sofia que je n'étais pas son ennemi, qu'elle pouvait compter sur moi si elle en avait besoin. Par exemple, je l'ai emmenée à un rendez-vous médical quand Paola ne pouvait pas quitter le travail. Je l'ai aidée à imprimer un projet scolaire quand son imprimante a cessé de fonctionner, et je lui ai proposé de lui expliquer certains sujets de mathématiques avec lesquels elle avait des difficultés. Je ne l'ai pas fait en attendant une gratitude immédiate, mais parce que je voulais sincèrement qu'elle comprenne que mon rôle dans sa vie, bien que non biologique, pouvait être significatif. Cependant, tous ces gestes ont été systématiquement ignorés. Il suffisait que je fasse une observation sur son comportement pour qu'elle réagisse comme si je franchissais une ligne sacrée. Elle me disait, avec un mélange de mépris et d'ironie, que son père ne lui parlait jamais sur ce ton, qu'il la comprenait et la soutenait, que je n'avais aucun droit de commenter quoi que ce soit qui avait à voir avec sa vie. Ce que j'ai trouvé le plus difficile à assimiler, ce n'étaient pas les mots de Sofia, mais la manière dont Paola réagissait ou plutôt, ne réagissait pas à eux. Un dimanche après-midi, par exemple, Sofia a jeté ses chaussures couvertes de boue sur le canapé du bureau où je travaille habituellement. Quand je lui ai demandé de bien vouloir les nettoyer et de ne pas les laisser là, elle m'a lancé ce regard de défi qui m'était déjà familier, et, sans élever la voix, mais avec une froideur glaçante, a dit qu'elle n'avait pas à suivre mes règles, que son père ne lui posait pas de conditions pour vivre avec lui. Quand Paola est entrée dans la pièce et que je lui ai demandé si elle comptait lui dire quelque chose, sa seule réponse a été qu'il ne valait pas la peine de faire un drame pour des chaussures, et que je devais mieux choisir mes batailles. À cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de batailles isolées, mais d'un champ de mine où toute tentative de ma part d'établir l'ordre était perçue comme une attaque. Peu à peu,
j'ai commencé à remarquer comment tout ce qui venait de moi était filtré à travers cette maudite phrase que Sofia répétait comme un mantra, « Tu n'es pas mon père ». C'est devenu un joker pour justifier n'importe quelle faute, n'importe quel manque de respect, n'importe quelle désobéissance. Et chaque fois qu'elle le disait, elle le faisait avec plus de force, avec plus de colère, comme si elle voulait me blesser, comme si elle voulait marquer une distance impossible à réduire. Peu importait combien j'essayais, combien de fois j'essayais d'expliquer les raisons derrière une règle ou une correction, pour elle, je n'étais rien de plus qu'une figure d'imposteur essayant d'occuper une place qui avait déjà un propriétaire. Une nuit, après un dîner particulièrement inconfortable au cours duquel Sofia a refusé de débarrasser son assiette de la table et puis Paola l'a fait sans dire un seul mot, j'ai décidé de parler sérieusement avec ma femme. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, espérant que les mots ne sonneraient pas comme un reproche, mais comme un appel à l'aide déguisé en conversation. Je lui ai dit que je sentais que la maison m'échappait, que ça me faisait mal d'être devenu une ombre dans le même espace que j'aidais à soutenir. J'ai parlé de la façon dont je faisais des efforts tous les jours, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement, pour construire quelque chose de réel entre nous trois, mais que chaque pas que je faisais semblait m'enfoncer plus profondément en territoire étranger. Je lui ai dit, avec toute la sérénité que je pouvais rassembler, que je me sentais seul dans cette lutte, comme si j'étais le seul à essayer d'unir quelque chose qui n'avait clairement aucune intention de tenir ensemble. La réponse de Paola a été, comme je le craignais, décevante. Elle m'a regardé en silence pendant quelques secondes, puis m'a caressé tendrement la main et m'a dit qu'elle comprenait que j'étais épuisé, mais qu'elle ne pouvait pas forcer sa fille à accepter quelque chose pour laquelle elle n'était pas prête. Elle m'a répété, une fois de plus, que Sofia traversait une étape compliquée, qu'elle n'avait pas encore complètement surmonté l'impact de son divorce avec Daniel, que je devais être plus compréhensif, plus patient. Quand j'ai répondu que la patience a des limites, que je ne peux pas vivre éternellement en attendant que Sofia décide un jour de me respecter, elle a haussé les épaules et a dit, à voix basse, qu'elle ne voulait pas me voir partir, mais qu'elle ne pouvait pas non plus être trop dure avec sa fille. Elle a ajouté qu'elle ne la ferait pas choisir entre sa fille et moi, parce que ce serait injuste pour tout le monde. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse, mais une sorte de résignation qui m'a laissé immobile. J'ai compris, une fois pour toutes, que, pour Paola, je serais toujours secondaire dans tout conflit impliquant Sofia, que même si elle reconnaissait silencieusement que ce que je disais avait du sens, elle ne l'admettrait jamais ouvertement de peur de nuire au lien avec sa fille. Je suis sorti de cette conversation avec la certitude que quelque chose devait changer, parce que je ne pouvais pas continuer à être l'adulte invisible, le pourvoyeur sans voix, l'étranger qui paie les factures mais doit demander la permission pour donner son avis. Au milieu de cette frustration, j'ai commencé à faire des recherches sur la thérapie familiale, non pas comme une solution magique, mais comme le dernier recours qu'il me restait avant d'envisager des mesures plus drastiques. Heureusement, j'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales avec des adolescents. J'ai proposé à Paola que nous assistions ensemble à une première session, sans attente claire, juste comme une tentative de mieux nous comprendre. À ma surprise, elle a accepté sans grande résistance, bien qu'elle l'ait fait sur un ton plutôt sceptique, comme si c'était une autre formalité plutôt qu'une véritable décision de changement. Maintenant, nous attendons ce premier rendez-vous. Honnêtement, je n'attends pas de miracle, mais je veux au moins que quelqu'un d'extérieur, avec une autorité professionnelle, montre à Paola que ce qui se passe dans cette maison n'est pas simplement une étape difficile ou une réaction d'adolescente, mais une détérioration progressive des liens qui, si elle n'est pas traitée à temps, finira par détruire toute possibilité de coexistence. Je suis épuisé, oui, mais je n'ai pas encore abandonné, bien que je le sente plus proche chaque jour. Mise à jour 2, un peu plus d'un mois s'est écoulé depuis la première séance de thérapie familiale, et je dois admettre que, bien que je n'ai pas eu de grandes attentes, ce qui s'est passé là-bas a dépassé même mes pires craintes. Dès l'instant où nous sommes entrés dans le bureau, je savais que ce serait une expérience tendue. Paola, comme d'habitude, maintenait ce visage serein qu'elle utilisait si souvent comme un bouclier, tandis que Sofia s'est assise les bras croisés et le regard perdu sur le sol, clairement forcée d'être là, refusant complètement de participer. Moi, de mon côté, je me sentais épuisé et avec un mélange amer d'anxiété et d'espoir, comme si je marchais sur une corde raide en attendant que quelqu'un dise enfin à voix haute tout ce que je portais silencieusement depuis des mois. La thérapeute, une femme d'une quarantaine d'années, avec un ton de voix calme mais ferme, a commencé par poser des questions générales. Elle nous a demandé de décrire la dynamique à la maison, quel rôle nous avions, comment les décisions étaient prises, et, surtout, comment nous gérions les conflits. J'ai essayé d'expliquer, aussi objectivement que possible, que je me sentais invisible à bien des égards,
que bien que je sois celui qui couvrait une grande partie des responsabilités financières du foyer, j'étais rarement reconnu comme une partie intégrante de la famille. J'ai parlé de la phrase récurrente que Sophia utilisait pour annuler toute autorité de ma part, cette maudite phrase chargée de mépris, « Tu n'es pas mon père », et comment, chaque fois que j'essayais de fixer des limites, je finissais par être celui qualifié des exagérés ou des insensibles. Paola écoutait en silence, sans interrompre, mais avec une expression sur son visage que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Sophia, pendant ce temps, maintenait son attitude indifférente, tripotant un bracelet à son poignet comme si elle ne voulait pas être à cet endroit une seconde de plus. C'est alors que la thérapeute a décidé de s'adresser directement à elle. Elle lui a demandé comment elle se sentait par rapport à ma présence dans sa vie, ce qu'elle pensait des règles à la maison, et comment elle percevait la relation entre nous. Au début, Sophia a juste haussé les épaules, disant qu'elle n'avait pas grand-chose à dire, mais, après un peu d'insistance, elle a lâché une bombe qui a laissé tout le monde, même la thérapeute elle-même, en complet silence. Elle a dit, d'un ton sec et sans cligner des yeux, que son père lui avait expliqué que je n'étais pas avec sa mère par amour, mais parce que je voulais bien vivre aux dépens de Paola. Que, selon lui, je me donnais de l'importance en payant pour des choses pour me sentir nécessaire, alors qu'en réalité je n'étais intéressé que par les choses matérielles, que son vrai père l'avait averti d'être prudente avec moi parce que les hommes comme moi ne font que prétendre être généreux, mais que, au fond, ils attendent toujours quelque chose en retour. La thérapeute lui a demandé si elle croyait vraiment cela, et Sophia a répondu que oui, qu'elle faisait plus confiance à son père parce qu'il ne lui mentait jamais. Je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. C'était comme si j'avais été giflé sans préavis, comme si tous mes efforts pour construire quelque chose étaient anéantis d'un seul coup. Non pas par Sophia, mais par la figure invisible d'un homme qui avait décidé de détruire mon image de loin, en manipulant sa fille avec des demi-vérités et des ressentiments accumulés. J'ai regardé Paola, attendant une réaction, une défense, même un démenti, mais elle est juste restée silencieuse, comme si elle ne savait pas non plus comment traiter ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, d'une voix tremblante, elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que Daniel racontait ces choses à Sophia, qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il parlerait mal de moi de cette manière. Elle a essayé de s'excuser en disant que peut-être il le faisait par jalousie, pour ne pas avoir surmonté leur séparation, mais dans ses yeux, on pouvait voir le malaise de quelqu'un qui sait qu'il a trop permis pendant trop longtemps. La thérapeute est intervenue alors, expliquant que ce que Sophia vivait était une forte loyauté partagée, une confusion typique chez les adolescents qui ont grandi entre deux figures paternelles opposées. Elle a dit que lorsqu'un parent utilise la manipulation émotionnelle comme un outil pour gagner la préférence de l'enfant, les dégâts peuvent être profonds, non seulement dans la relation entre l'enfant et sa famille, mais aussi dans la manière dont cet enfant se rapportera à l'autorité, à la confiance et à l'affection à long terme. Je ne peux pas expliquer exactement ce que j'ai ressenti en entendant cela, mais, pour la première fois en des mois, j'ai eu la validation de quelqu'un d'extérieur qui a mis en mots concrets ce que je ressentais de première main. Après la séance, le trajet de retour à la maison a été silencieux. Paola n'a rien dit, et Sophia a mis ses écouteurs dès que nous sommes montés dans la voiture. J'ai conduit les dents serrées et l'esprit saturé de pensées. Ce qui résonnait le plus en moi, c'était l'idée que, pour Sophia, j'étais un opportuniste, quelqu'un qui était avec sa mère par commodité, pas par amour. Je me suis demandé où Daniel avait trouvé une telle interprétation, et pourquoi il ressentait le besoin de dire cela à sa fille. J'ai compris alors que la bataille que je pensais livrer à l'intérieur de ma maison avait en réalité des fronts beaucoup plus grands et plus sombres. Je ne luttais pas seulement contre le rejet d'une adolescente confuse, mais aussi contre l'image déformée que son père biologique construisait depuis l'ombre. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de parler à Paola pour approfondir ce qui s'était passé, mais elle semblait éviter le sujet. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire pression sur Sophia, que nous devions laisser le processus suivre son cours, que peut-être il valait mieux ne pas aborder la question directement jusqu'à ce que la thérapeute nous guide lors d'une deuxième séance. Je ne partageais pas cette idée. Je sentais que retarder les choses ne faisait que permettre à la désinformation et à la manipulation de continuer à croître. Je lui ai demandé si elle avait déjà confronté Daniel sur la manière dont il interférait dans l'éducation de leur fille. Et elle a répondu qu'elle préférait ne pas entrer en conflit avec lui parce qu'elle craignait que cela ne l'éloigne davantage de Sophia, ou qu'il ne commence à créer plus de problèmes juridiques. À ce moment-là, j'ai compris que ce que je considérais comme un acte de responsabilité fixer des limites, mettre un terme à la manipulation, exiger le respect, Paola le percevait comme un risque inutile qui pourrait compromettre le délicat équilibre qu'elle essayait de maintenir avec son ex-partenaire. J'ai commencé à me sentir comme un invité de seconde classe dans ma propre maison. Je continuais à payer les factures, à acheter de la nourriture,
à couvrir les frais de scolarité et de transport, mais sans le droit de me défendre lorsqu'on m'attaquait ou d'exiger des explications lorsqu'on me questionnait injustement. Je me sentais piégé dans une structure familiale dans laquelle tout le monde pouvait parler, donner son avis et me juger, sauf moi. L'impuissance s'est transformée en rage contenue, en une frustration quotidienne qui s'accumulait dans ma poitrine comme une pierre de plus en plus difficile à ignorer. J'ai commencé à penser, pour la première fois sérieusement, s'il était logique de continuer là, s'il était logique de soutenir un foyer où on ne me permettait pas de faire pleinement partie. La deuxième séance avec la thérapeute est déjà programmée, et bien que je sache que ce n'est que le début d'un processus long et complexe, je ne peux m'empêcher de me demander si cela servira vraiment à quelque chose. Parce que si Paola n'est pas disposée à fixer des limites claires avec Daniel, et si Sofia n'est pas prête à entendre une autre version de l'histoire que celle de son père idéalisé, alors je ne sais pas quel espace il me reste dans cette dynamique. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que je ne suis plus disposé à être la cible facile d'un récit injuste. Tôt ou tard, cette histoire va prendre un tournant, et bien que je ne sache pas encore quelle forme elle prendra, ce que je sais, c'est que je ne continuerai pas à supporter qu'on me refuse le droit de faire partie d'une famille que j'aide aussi à soutenir. Mise à jour 3, exactement 2 semaines se sont écoulées depuis cette deuxième séance de thérapie. Et bien que mon intention initiale était de rester calme et de suivre les instructions de la spécialiste avec discipline, la vérité est que j'ai commencé à percevoir, avec un malaise croissant, qu'aucun progrès réel n'était possible sans s'attaquer à la racine du problème principal, l'impunité absolue avec laquelle Daniel continuait à s'ingérer de l'extérieur, façonnant la perception de sa fille et manipulant la dynamique d'un foyer dont, ironiquement, il ne faisait pas fonctionnellement partie, mais dans lequel il exerçait un pouvoir disproportionné sur le plan émotionnel. Pendant longtemps, sa présence ressemblait plus à une ombre allongée qui se glissait dans chaque fissure de la maison, nourrissant des malentendus, des conflits et des ressentiments qui n'étaient jamais nés entre ses murs, mais arrivaient portés par les discours que Sofia ramenait chaque fois qu'elle lui parlait. C'est à cette époque que, après une série de réflexions inévitables et plusieurs nuits où je ne parvenais pas à m'endormir complètement, j'ai décidé d'examiner attentivement l'étendue de mes contributions financières à la maison, non pas comme un exercice de plainte, mais comme un besoin urgent de comprendre exactement dans quelle mesure je soutenais cette structure familiale qui me refusait la reconnaissance la plus élémentaire. J'ai ouvert mes comptes bancaires, examiné les paiements mensuels, passé en revue les reçus, les virements, les dépenses imprévues et les engagements acquis à partir du moment où j'ai emménagé avec Paola. J'ai fait une liste détaillée de tout, les frais de scolarité, les fournitures scolaires, les vêtements, le transport, la nourriture, les petites réparations de l'appartement, les services publics, même les cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour Sofia, en essayant peut-être naïvement de générer une sorte de rapprochement sincère. La somme finale m'a frappé comme une gifle. Je couvrais plus de 70% des dépenses totales du foyer, et pourtant j'étais toujours traité comme un intrus, sans voix ni vote. Cette découverte n'a fait qu'approfondir le malaise que je traînais déjà, mais elle a aussi servi de point de départ pour avoir une conversation avec Paola que, jusqu'à ce moment, j'avais reportée par pur épuisement émotionnel. Un soir, alors que Sofia dormait ou du moins, il semblait, car elle était enfermée dans sa chambre avec des écouteurs, je me suis assis avec Paola dans la cuisine et, avec la feuille de dépenses imprimée à la main, j'ai expliqué que nous devions parler clairement, sans détour. Je lui ai montré tout ce que j'avais examiné, chaque catégorie de dépenses, chaque chiffre appuyé par des documents. Je ne l'ai pas fait par colère, mais par nécessité de lui montrer, avec des données, ce que je lui avais déjà dit d'innombrables fois avec des mots, que je n'étais pas seulement un compagnon occasionnel, mais le principal soutien économique et logistique de cette famille, même si je n'étais jamais reconnu comme tel. Paola ne s'est pas fâchée, mais son expression était celle de la perplexité. En examinant les papiers, elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, puis a reconnu, presque dans un murmure, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour penser à combien j'assumais financièrement. Elle m'a dit que, d'une manière ou d'une autre, elle avait cru qu'en partageant les dépenses à parts égales, tout était équilibré, sans considérer que pendant des mois, elle avait cessé de contribuer dans plusieurs domaines en raison de problèmes de travail, et que j'avais tout assumé sans me plaindre. Puis, quand je lui ai demandé si Daniel avait contribué à quoi que ce soit depuis leur séparation légale, sa réponse m'a encore plus déconcerté. Il n'y avait aucun accord formel de pension alimentaire établi entre eux. Tout était géré par un accord verbal qui consistait essentiellement à ce qu'il achète des choses pour Sofia quand il le pouvait et comme il le voulait, sans aucune sorte d'enregistrement ou de responsabilité fixe. Je lui ai demandé si elle avait déjà envisagé de le poursuivre en justice, ou au moins de régulariser la situation par un tribunal, et sa réaction a été aussi évasive que douloureuse. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas le faire parce qu'elle voulait maintenir une relation pacifique pour le bien de Sofia,
Et qu'elle préférait éviter l'usure d'un conflit juridique. Cette réponse, loin de me calmer, a allumé en moi une indignation que je n'étais plus disposé à taire. Je lui ai dit franchement que ce qu'elle appelait garder la paix était en fait une forme de capitulation qui ne profitait qu'à Daniel, et laissait dans un désavantage complet celui qui, sans être le père biologique, s'occupait de tout sans reconnaissance ni soutien. J'ai expliqué que l'attitude permissive et conciliante qu'elle avait eue pendant des années avec son ex-partenaire non seulement lui permettait de continuer à s'ingérer, mais nourrissait aussi le fantasme de Sophia que son père était une figure parfaite et incontestable, tandis que j'étais le gars sévère, qui n'apparaissait que pour imposer des règles et dire non. J'ai parlé de la nécessité d'établir une base juridique minimale qui obligerait Daniel à remplir ses devoirs de père et à clarifier, une fois pour toutes, qu'il ne pouvait pas continuer à jouer le bienfaiteur sans assumer les conséquences réelles de ses actes. À ma surprise, Paola n'était pas complètement fermée à l'idée. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas envisagé parce qu'elle sentait que la stabilité émotionnelle de Sophia était fragile, et elle craignait qu'un procès contre son père ne déclenche une réaction encore plus négative. Mais en voyant les chiffres devant elle, et en m'entendant parler d'épuisement et non de colère, je pense qu'elle a compris quelque chose que, jusqu'à présent, elle avait préféré ignorer, que nous ne pouvions pas continuer à construire une famille sur la base de silence, d'évasion et d'une injustice aussi évidente. Elle m'a promis qu'elle envisagerait sérieusement d'entamer la procédure de pension alimentaire, et qu'elle parlerait à un avocat pour connaître les options juridiques. Ce n'était pas un engagement ferme, mais c'était au moins un début. Cependant, pendant que nous parlions, j'ai remarqué que la porte de la chambre de Sophia était entr'ouverte. Je n'ai entendu aucun bruit ni aucun pas, mais quelque chose dans l'air m'a dit que nous n'étions pas aussi seuls que nous le pensions. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, mais le lendemain, mon soupçon a été confirmé. Dans l'après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé Sophia dans le salon avec les yeux pleins d'une fureur contenue. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle m'a lancé la phrase qui pendant des mois m'avait conduit au bord de l'effondrement, « Tu n'as pas le droit de t'en prendre à mon père. Lui, il m'aime, pas comme toi, qui n'est là que pour tout contrôler et faire semblant d'être le sauveur. » Elle l'a dit avec une rage différente, plus acérée, comme si ce qu'elle avait entendu la veille avait renforcé dans son esprit la version déformée que Daniel lui avait inculquée. J'ai essayé de répondre calmement, de lui dire que personne ne s'en prenait à son père pour le plaisir, mais qu'il s'agissait de responsabilité, de justice, d'équilibre familial. Mais elle ne m'a pas laissé parler. Elle est allée dans sa chambre en claquant la porte, me laissant avec l'écho de ses paroles incrustées dans ma poitrine. Cette nuit-là, en repassant tout ce qui s'était passé, j'ai compris que le chemin vers la stabilité ne serait ni court ni facile. Mais j'ai aussi compris quelque chose de beaucoup plus important, que je ne pouvais plus attendre passivement que les choses changent d'elles-mêmes. Si Daniel n'assumait pas sa responsabilité de père, je ne continuerais pas non plus à tout supporter en silence. La décision était déjà prise. Bien qu'elle n'ait pas encore été exécutée, si Paola ne réclamait pas légalement ce qui lui revenait de droit, alors je commencerais à me retirer, non par orgueil, mais par dignité. Parce que personne, même quelqu'un avec un cœur plein de bonnes intentions, ne mérite de porter le mépris de la fille de quelqu'un d'autre pendant que le père biologique continue de jouer le héros depuis son piédestal impuni. Mise à jour 4, juste une semaine après cette conversation tendue avec Sophia, la réalité a finalement confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, ce n'était plus simplement une adolescente rebelle répétant des mots empruntés, mais une structure complète, silencieuse, enracinée et confortable pour ceux qui n'en supportaient pas les conséquences, qui soutenait et protégeait l'image du père idéal tout en jetant tout le poids d'une maison que je ne sentais pas mienne sur mes épaules. Pendant ces jours, Paola et moi avons continué à parler, de plus en plus fréquemment et de moins en moins évasivement, de la nécessité de formaliser la demande de pension alimentaire contre Daniel. Au début, elle continuait à montrer ce mélange de malaise et de peur qui m'était déjà familier. Mais après avoir insisté avec des faits concrets et des arguments fondés sur la loi, elle a commencé à montrer des signes de volonté d'agir, bien que non sans hésitation. C'est alors que, par l'intermédiaire d'un contact à la mairie, un ancien camarade d'université qui travaillait maintenant au bureau de la famille, nous avons pu confirmer qu'il n'y avait, en fait, aucun document légal qui obligeait Daniel à verser une pension alimentaire fixe pour Sophia. Le divorce avec Paola avait été à l'amiable, sans procès ni juges impliqués, avec un accord informel dans lequel elle, selon ses propres mots, préférait éviter les complications juridiques pour que Sophia ne souffre pas davantage. Des années plus tard, le résultat de ce choix était évident, Daniel apparaissait quand il le voulait, était absent sans explication, et utilisait sa position de père généreux et désintéressé pour manipuler émotionnellement sa fille sans avoir à prendre aucune responsabilité réelle. Quand j'ai montré à Paola le rapport, les registres vierges et la confirmation officielle qu'il n'y avait pas d'ordonnance du tribunal,
je l'ai vue devenir complètement silencieuse, comme si elle comprenait seulement maintenant la portée du problème. Elle n'a pas essayé de se justifier ni de me demander de laisser tomber. Pour la première fois, elle a admis qu'elle avait fait une erreur en faisant aveuglément confiance à ce que Daniel agirait de son propre chef, qu'elle avait sous-estimé le pouvoir que cette figure absente et condescendante pouvait avoir sur l'esprit de sa fille. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que l'absence d'un document légal coûterait à son partenaire actuel, c'est-à-dire moi, tant d'usure émotionnelle, tant de mépris gratuit et un tel sentiment de vide. Nous avons alors convenu qu'il était temps d'agir. Il ne s'agissait pas seulement de nous protéger financièrement, mais de mettre par écrit une vérité qui était déjà évidente: Daniel devait s'occuper de sa fille, non seulement émotionnellement mais aussi structurellement. Il ne pouvait plus se soustraire à sa responsabilité sous prétexte qu'il s'acquittait quand il le pouvait. Nous avons donc commencé les démarches, et, avec les conseils de l'avocat qui m'aidait déjà, une personne intègre, engagée et très claire sur les procédures, nous avons soumis la demande formelle au bureau de conciliation familiale. Une convocation a été envoyée à Daniel, avec une date précise, pour s'asseoir et discuter de ce qui, par la loi, aurait dû être résolu il y a des années. La nouvelle, comme prévu, n'a pas tardé à déclencher une tempête. Dès qu'il a reçu la convocation, Daniel a appelé Paola directement, et, selon ce qu'elle m'a raconté plus tard, la conversation a été un mélange de cris, de menaces voilées et de phrases de victimisation. Il s'est plaint, comment osait-elle le poursuivre en justice après tout ce qu'il avait fait pour Sofia, que c'était une trahison impardonnable, qu'elle ne le faisait que parce que je l'avais convaincue ou pour un gain financier, et que la seule chose qu'elle obtiendrait serait de détruire le lien qu'il avait avec sa fille. La partie la plus absurde a été quand, à la fin, il l'a averti que si elle insistait sur le processus judiciaire, il se retirerait de la vie de Sofia parce qu'il n'était pas disposé à être traité comme un criminel. Ce que nous ne savions pas jusqu'à quelques heures plus tard, c'est que Sofia avait entendu cet appel. Pas en entier, mais assez pour se forger sa propre version du conflit. En rentrant de l'école, elle s'est enfermée dans sa chambre avec un claquement si violent qu'il a fait vibrer la porte. Paola est montée pour lui parler, mais elle n'a pas pu lui arracher un seul mot. J'ai décidé de ne pas intervenir, non par indifférence, mais parce que je savais que tout geste de ma part serait interprété comme une provocation. C'est la nuit, après que Paola se soit endormie, que Sofia est descendue seule à la cuisine. Elle m'a trouvé assis là à réviser quelques documents de travail, et, sans préambule, elle m'a lancé une accusation directe qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Elle a dit que tout cela était de ma faute, qu'à cause de moi son père ne voulait plus la voir, que j'étais une personne égoïste qui ne supportait pas qu'elle l'aime plus que moi, et elle a terminé avec la phrase que je connaissais déjà par cœur, mais qui cette fois sonnait différemment, plus chargée de venin: tu n'es pas mon père. Tu n'es là que pour nous contrôler et détruire le peu que nous avions. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé avec un mélange de tristesse et de lassitude, et je lui ai simplement dit que son père avait tout le droit de la voir et de continuer dans sa vie, mais qu'il avait aussi des obligations qu'il ne pouvait pas continuer à éluder. Je lui ai dit que personne ne lui enlevait rien, que ce n'était pas une guerre pour son affection, mais une question de justice. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle a quitté la cuisine avec des larmes aux yeux et s'est à nouveau enfermée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la blessure que Daniel avait créée avec des années de manipulation n'allait pas se refermer du jour au lendemain. Sofia était convaincue que toute tentative de fixer des limites à son père était, par défaut, une attaque contre elle. Et pourtant, malgré tout, nous n'avons pas reculé. Le rendez-vous au bureau de conciliation a eu lieu, et Daniel y a assisté, bien qu'avec une attitude arrogante et défensive. L'avocat a fait son travail avec fermeté et élégance, et un montant mensuel fixe a été établi qu'il devait payer comme pension alimentaire, avec des dates précises, des mécanismes de contrôle et des conséquences juridiques en cas de non-respect. Il l'a signé à contre-cœur, en disant qu'il le faisait seulement par obligation et non parce qu'il était d'accord avec ce cirque monté pour le pressurer. Mais il l'a signé, et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Sur le chemin du retour, Paola et moi n'avons pas beaucoup parlé. Nous savions tous les deux que le plus dur était à venir. Nous avions gagné une bataille juridique, oui, mais ce qui venait ensuite, c'était de reconstruire une dynamique familiale où Sofia pourrait voir clairement que la vérité ne vient pas toujours ornée de grands gestes ou de cadeaux coûteux, que la responsabilité réelle, celle qui ne se voit pas, compte aussi, qu'être présent tous les jours, dans les bons et les mauvais moments, ne devrait pas être puni ou méprisé, qu'il ne faut pas être le père biologique pour être au bon endroit. Mais cette leçon, je le savais, ne pouvait s'apprendre qu'avec le temps et avec des actions. Et j'étais déterminé à le lui montrer, même si c'était la dernière chose que je ferais pour cette famille.
Mise à jour finale, 2 mois se sont maintenant écoulés depuis la signature de l'accord légal qui obligeait Daniel à payer une pension alimentaire fixe pour Sofia. Et bien qu'il puisse sembler que cette résolution ait marqué la fin du conflit, la vérité est que ce n'était que le début d'une transformation silencieuse mais irréversible dans la dynamique familiale. Ce ne fut pas une victoire explosive ou un moment de gloire évidente, au contraire, ce fut un processus lent, presque imperceptible au début, dans lequel chaque petit changement a entraîné une chaîne de conséquences émotionnelles qui, bien qu'elle n'ait pas tout résolu, ont commencé à ajuster un système qui fonctionnait depuis des années sur le déséquilibre et les mensonges. La première différence tangible s'est fait sentir dans la fréquence des cadeaux. Pendant des années, Daniel s'était fait présent dans la vie de Sofia avec des cadeaux exorbitants qui, bien qu'ils ne couvraient même pas une partie minimale de ses besoins réels, avaient un impact émotionnel dévastateur en raison de la façon dont ils étaient perçus. À partir du moment où il a dû commencer à allouer une partie spécifique de son salaire à la pension alimentaire, ses attentions sont devenues moins fréquentées, avec le temps, ont presque complètement disparu. Des boîtes avec des vêtements de marque n'arrivaient plus chaque mois, ni de nouveaux téléphones portables juste parce que les week-ends improvisés à l'hôtel et les virées shopping ont été mis en attente. Et bien que, au début, Sofia ait réagi avec malaise même avec une déception évidente, il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à remarquer, même si c'était avec colère, que son repère parfait avait des limites, que tout ne pouvait pas être résolu par un appel tendre ou un paquet enveloppé dans du papier brillant. C'est alors que quelque chose a commencé à émerger que je n'avais pas vu en elle depuis que j'ai rejoint cette famille, le doute. Une question qu'elle ne me posait pas à voix haute, mais qui était perceptible dans son attitude, dans ses regards plus longs, dans ces moments de silence où elle semblait traiter quelque chose que, jusqu'alors, elle avait tenu pour acquis comme incontestable. Au début, ce doute s'est manifesté par une distance émotionnelle évidente. Sofia est devenue plus réservée, moins réactive, comme si elle réorganisait mentalement les pièces d'un puzzle qu'elle avait toujours cru correctement assembler. Elle ne me criait plus avec le même mépris ni ne recourait à la phrase « Tu n'es pas mon père » avec la facilité qu'elle utilisait auparavant comme un bouclier. Non pas parce qu'elle me reconnaissait soudainement comme une figure paternelle, mais parce qu'elle commençait à comprendre, à sa manière, que sa réalité n'était pas aussi noire et blanche qu'on l'avait amenée à le croire. De mon côté, j'ai décidé de ne pas profiter de ce terrain fertile pour m'imposer ou exiger des affections en attente. Je me suis limité à être constant, à continuer d'être présent comme je l'avais toujours été, sans imposer ma présence mais sans me retirer non plus. J'ai continué à l'emmener à l'école si elle en avait besoin, à l'aider avec ses devoirs quand elle me le demandait, à rester disponible sans en faire toute une histoire. Je n'ai pas exigé d'excuses ni demandé d'explications. Je lui ai juste montré, par des actions, encore et encore, que pendant que d'autres disparaissaient quand les choses se compliquaient, j'étais toujours là, sans déguisement, sans jeu de séduction émotionnelle, sans promesse que je ne pouvais pas tenir. Avec Paola, la relation a également changé. Elle n'était plus cette figure ambiguë qui avait peur de fixer des limites de peur de perdre sa fille. Depuis que la pension alimentaire a été officialisée et qu'elle a légalement confronté Daniel, elle a commencé à assumer un rôle plus actif et juste au sein de la maison, elle a commencé à corriger Sofia quand elle remarquait des attitudes grossières, à exiger de petites responsabilités qu'elle laissait auparavant passer, à lui parler de l'importance de reconnaître ce que chaque personne apporte au-delà du lien biologique. Elle a également commencé à s'impliquer davantage dans les décisions quotidiennes, à se soucier de ne pas me surcharger de tout le poids de l'économie du foyer et, surtout, à me défendre lorsque c'était nécessaire, non pas comme un acte de soumission ou comme une partenaire obéissante, mais comme une véritable forme de justice. Je ne nierai pas qu'il y a eu des moments difficiles au milieu de ce processus. À plus d'une occasion, Sofia s'est effondrée émotionnellement, a remis en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, a pleuré avec une rage qu'elle ne savait pas où diriger. Un après-midi, sans crier gare, elle s'est approchée de moi alors que je lisais dans le salon et m'a demandé, à voix basse, si tout ce que son père lui avait dit sur moi était un mensonge. Je n'ai pas su quoi lui répondre au début. Je lui ai dit, avec toute la sincérité possible, que je n'étais pas là pour rivaliser avec qui que ce soit ni pour occuper des places qui ne m'appartenaient pas, mais que j'espérais, avec le temps, qu'elle puisse voir qui était à ses côtés même quand il n'y avait rien à gagner. Elle n'a rien dit d'autre ce soir-là, mais à partir de ce moment, la distance qui nous séparait est devenue un peu moins froide. Le plus ironique dans tout cela est peut-être que ma vengeance n'a jamais été planifiée comme telle. Elle ne consistait pas à détruire qui que ce soit ou à m'imposer par le conflit. C'était, plutôt, une réponse silencieuse et calculée à des années de manipulation, de mépris et d'épuisement émotionnel. Et cette vengeance, aussi discrète qu'elle ait pu être, a eu un effet plus puissant que n'importe quel cri ou rupture, elle a révélé la vérité,
a démantelé le mythe du père parfait qui apparaissait avec des cadeaux mais disparaissait quand il s'agissait de responsabilités. Elle a exposé, aux yeux de tous, que celui qui était là tous les jours, faisant face à la routine, résolvant les problèmes, portant l'inconfortable et l'invisible, n'était pas celui qui parlait le plus ou promettait le plus, c'était moi. Aujourd'hui, la phrase « tu n'es pas mon père » a disparu du vocabulaire quotidien. Non pas parce que Sophia m'a adopté comme telle, ni parce que notre relation est comme dans un film, mais parce qu'elle a enfin compris que la figure d'un père n'est pas toujours dans le nom de famille ou dans la génétique. Parfois, elle est dans les silences partagés, dans les factures payées sans se plaindre, dans les conseils offerts sans attendre de gratitude immédiate, dans les portes qui restent ouvertes même après avoir été claquées. Ma relation avec elle n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Et dans ce monde, c'est beaucoup dire. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est que parfois le plus grand acte de justice n'est pas d'exiger ce que l'on mérite en criant, mais de rester ferme jusqu'à ce que la réalité elle-même cesse de soutenir les mensonges des autres. La vérité, tôt ou tard, trouve son chemin, et quand elle le fait, elle n'a pas besoin d'embellissement ni de discours. Il lui suffit de s'installer au centre de la maison, silencieuse mais évidente, comme elle aurait toujours dû l'être.